L'odeur du métal brûlant et du charbon consumé remplissait l'atelier de Silu Maddox, alors qu'il façonnait une nouvelle pièce pour la clôture de la famille Jefferson. La sueur perlait sur son front malgré l'air frais d'octobre qui s'infiltrait par les grandes portes ouvertes. À 44 ans, ses mains bougeaient avec la précision que 20 années de travail du métal avaient gravé dans ses os. Son téléphone vibra contre l'établi. Le nom de Vera apparut à l'écran. « J'ai besoin que tu gardes June ce week-end. » La voix de Vera était sèche, pressée, comme toujours. « J'ai un événement caritatif à organiser. » Silu posa son marteau. « Quand exactement ?» demanda-t-il. « Je la dépose vers 18 h. » La ligne se coupa avant qu'il ne puisse répondre. Silu fixa un instant le téléphone, puis le rangea dans sa poche. June, c'était la fille de sa sœur Marlène. Sa nièce. La seule famille qui comptait encore vraiment pour lui. À exactement 18 h, le SUV noir de Vera se gara dans l'allée en gravier de Silu. June descendit du siège passager, tenant fermement un petit sac à dos. Elle avançait avec prudence, comme si elle marchait sur de la glace fine. « Merci pour ça », lança Vera à travers la vitre baissée. Elle arborait son habituel faux sourire, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je la récupère dimanche soir. » La voiture s'éloigna dans un nuage de poussière. Silu s'approcha de June, s'agenouilla à sa hauteur. Elle le regardait avec des yeux trop grands, trop vieux pour son petit visage de 6 ans. « Salut, ma puce. »« T'as faim ?» demanda-t-il. June hocha la tête sans dire un mot. Elle était comme ça depuis la mort de Marlène, 2 ans plus tôt. Mais, récemment, ce silence avait changé. Il était devenu plus lourd, plus sombre. À l'intérieur de la petite maison, Silu prépara des sandwichs au fromage grillé pendant que June s'asseyait à la table de la cuisine. Malgré la chaleur du poêle, elle gardait ses manches tirées jusqu'au poignet. « Il fait chaud ici », dit Silu en remontant ses manches. « Tu peux enlever ton pull si tu veux. » June secoua la tête vivement. « J'ai froid. » Il servit les sandwichs et s'assit en face d'elle. Alors qu'elle mangeait, un bruit sec de pétard dehors la fit sursauter violemment. Tout son petit corps se figea pendant plusieurs secondes, puis elle se détendit lentement. « Tout va bien à la maison ?» demanda doucement Silu. « Oui » répondit-elle beaucoup trop vite. « Tout va bien. » Ce soir-là, Silu lui montra la chambre d'amis. Une petite pièce simple, un lit, une place, un meuble, rien d'extraordinaire. « On peut laisser la lumière allumée ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr » dit-il en appuyant sur l'interrupteur. « Tu as besoin de quelque chose d'autre ?» June se glissa dans le lit tout habillée, gardant même son pull. Elle tira la couverture jusqu'à son menton et fixa le plafond. « Tonton C. »« Oui, ma puce. »« Tu crois que ma maman peut me voir ?» Silu sentit une boule se former dans sa poitrine. « Je crois qu'elle veille sur toi. Elle s'assure que tu es en sécurité. » June resta silencieuse un long moment. « J'espère que oui. » Silu resta dans l'embrasure de la porte, la regardant jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle dormait. Même alors, elle se tournait sans cesse, murmurant comme si elle essayait de ne pas pleurer. Le samedi passa calmement. June resta avec lui dans l'atelier, tenant les outils, observant en silence. Elle semblait plus détendue là-bas, loin de l'ombre invisible qui la suivait à la maison. Mais quand la soirée arriva et qu'elle réalisa que le dimanche approchait, la tension réapparut. « Je dois vraiment y retourner demain ?» demanda-t-elle pendant le dîner. « Vera t'attend » répondit Silu prudemment. « C'est ta tutrice. » Le visage de June se tordit. « Je veux pas y retourner. » Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. « S'il te plaît, tonton C. Je veux rester ici. » Cette détresse, cette voix brisée. Silu posa sa fourchette. June tremblait. Ses petits bras croisés sur elle-même, comme pour se protéger d'un danger invisible. « Qu'est-ce qui ne va pas à la maison, June ?»« Rien. » murmura-t-elle. « Rien ne va mal. J'aime juste mieux ici. » Mais son langage corporel disait tout autre chose, sa façon de sursauter au moindre bruit, de se renfermer sur elle-même. La peur dans ses yeux chaque fois que l'on évoquait son retour.
L'ancien soldat en lui reprit le dessus. Silu avait appris à observer sans réagir. À analyser avant d'agir. Ses réflexes ne l'avaient jamais quitté. Tu peux rester une nuit de plus, dit-il doucement. La réaction de June fut immédiate. Elle se jeta dans ses bras en pleurant. Merci, tonton C. Merci. Silu la serra fort contre lui. Il sentait à quel point elle était fragile, à quel point elle portait un poids bien trop lourd pour une enfant. Son instinct lui hurlait qu'il se passait quelque chose de grave. Mais il avait besoin de preuves avant de pouvoir intervenir. Le dimanche soir, Silu accompagna June chez elle. La maison à 2 étages sur Blackwood Lane paraissait parfaite, petite clôture blanche, pelouse bien entretenue, jardinière sous les fenêtres. Tout ce que Vera voulait que les gens voient. Mais alors qu'ils approchaient, June ralentit. Sa respiration devint courte, hachée. On peut aller doucement, dit Silu calmement. Il n'était qu'à 20 mètres de la porte, quand les cris commencèrent. Une voix d'homme, profonde, furieuse. Et l'air du soir fut soudain déchiré par des cris, remplis de colère. Puis, la voix stridente et sur la défensive de Vera résonna. « Baissez-vous » chuchota Silas en tirant June derrière une haie voisine. À travers la fenêtre du salon, il pouvait distinguer des ombres qui bougeaient. Quelqu'un a lancé quelque chose contre le mur. Le verre a explosé. June se serra contre lui, tremblante. « Ce n'est pas mon père » murmura-t-elle. Silas savait que le père de June, Darren Mills, avait quitté la ville après les funérailles de Marlène. Cette voix, elle appartenait à un autre homme. Un homme qui n'avait aucune raison d'être dans la maison de June. Un homme qui n'avait pas le droit de crier sur sa tutrice. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un homme grand, aux cheveux noirs, sortit en trombe, grimpa dans un pick-up, et démarra si vite qu'il laissa des traces de pneus sur la route. Puis Vera apparut dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux étaient en désordre, son chemisier déchiré à l'épaule. Elle regarda autour d'elle, paniquée, puis rentra précipitamment et claqua la porte. « Viens, » dit Silas doucement en emmenant June loin de cette maison. « Tu restes chez moi ce soir. »« Est-ce que Vera va bien ?» demanda June. « Vera sait se débrouiller, » répondit Silas. Mais June, elle, non. Et cela devenait de plus en plus évident à chaque minute. De retour chez lui, Silas borda June dans un lit d'appoint. Elle s'endormit presque instantanément, épuisée par la peur et soulagée d'être en sécurité. Silas, lui, s'installa dans sa cuisine, une tasse de café à la main, perdu dans ses pensées. Elle avait dit « Ce n'est pas mon père ». Ce qui voulait dire qu'elle savait qui c'était. Qu'elle l'avait déjà vu. Et la manière dont elle s'était cachée, cette panique instantanée dans ses yeux, tout cela indiquait une chose très claire à Silas. Ce n'était pas la première fois. Il prit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à tomber sur le nom de Hank Wilson, un ancien camarade de l'armée, aujourd'hui reconverti dans la sécurité privée. Hank, c'est Silas. J'ai besoin d'un service. Quel genre de service? Une vérification de fonds sur quelqu'un. Elle s'appelle Vera Palmer. Elle habite sur Blackwood Lane, à Asheville. C'est à propos de ta nièce? Oui. Je vais voir ce que je peux trouver. Silas raccrocha et regarda par la fenêtre de sa cuisine, fixant l'obscurité. Quelque part, là dehors, le monde de June était en train de s'effondrer. Et il semblait être le seul à le remarquer. Le lundi matin, Silas appela l'école primaire Jefferson et demanda à parler au directeur. Ici Silas Maddox. Je suis l'oncle de June Palmer. J'aimerais savoir s'il y a eu des préoccupations concernant son comportement ou sa présence en classe. Le directeur Williams resta silencieux un instant. Est-ce que vous figurez sur sa fiche de contact d'urgence? Non, mais sa mère était ma sœur. Je fais partie de la famille. Je ne peux pas vous donner de détails spécifiques, mais je peux vous dire que ses enseignants ont noté certains changements cette année. Une anxiété accrue, une certaine régression dans ses interactions sociales. Sa professeure l'a mentionné à Madame Palmer, mais elle nous a assuré que tout allait bien à la maison. Quel genre de changement? Je ne peux pas en dire plus.
Quelqu'un a-t-il contacté les services de protection de l'enfance? Nouveau silence. Nous avons documenté nos observations. Mais sans preuve claire de maltraitance ou de négligence, nous ne pouvons rien faire. Madame Palmer donne une excellente image. Elle est impliquée dans plusieurs associations caritatives, et elle s'exprime très bien sur les besoins de June. Traduction, Vera savait comment manipuler le système. Après avoir raccroché, Silas décida de conduire lui-même June à l'école. Et lorsqu'elle sortit du pick-up, il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Des ecchymoses fraîches sur son poignet, visibles lorsque sa manche glissa alors qu'elle attrapait son sac à dos. June. Elle se retourna. Tu peux me montrer ton bras? June tira rapidement sa manche vers le bas. Je suis tombé de mon vélo. Quand? La semaine dernière? Tu n'as pas de vélo? Le visage de June devint livide. Elle venait d'être prise en flagrant délit de mensonge. Et elle le savait. Je suis tombé à l'école. Dans la cour de récréation, dit-elle rapidement. June, dis-moi la vérité. Mais elle reculait déjà, secouant la tête. Je dois aller en classe. Je vais être en retard. Et elle courut vers le bâtiment scolaire sans se retourner. Cet après-midi-là, Silas vint la chercher lui-même au lieu de la laisser prendre le bus. Pendant qu'il roulait vers chez lui, il essaya de nouveau. Les bleus sur ton poignet. Quelqu'un t'a attrapé, pas vrai? June regardait fixement par la fenêtre. C'est ma faute. Qu'est-ce qui est ta faute? Je l'ai énervé. J'étais trop bruyante pendant qu'il regardait la télé. Silas se gara immédiatement sur le bas-côté. June, protégeait quelqu'un. Quelqu'un qui lui faisait du mal. Et qui l'avait convaincu que c'était elle la fautive. Un schéma classique d'abus. June, regarde-moi. Elle tourna la tête, les yeux remplis de larmes. Rien de ce que tu fais ne donne à quelqu'un le droit de te faire du mal. Rien. Tu comprends? June hocha la tête. Mais Silas vit dans son regard qu'elle ne le croyait pas. Quelqu'un lui avait martelé pendant des mois que la douleur était sa faute. Qu'elle la méritait. Silas serra la mâchoire et reprit le volant. Tout en luttant contre l'envie de faire demi-tour et de foncer droit sur Blackwoodland. Mais la colère ne sauverait pas June. Il devait agir intelligemment. Ce soir-là, il appela Vera. June doit rester quelques jours de plus avec moi. Astérisque absolument pas. Elle a école, elle a besoin de stabilité. Elle doit rentrer. Astérisque. Elle a peur de rentrer. C'est ridicule. June adore être ici. C'est toi qui la trouble, Silas. Tu lui bourres la tête avec des bêtises. Qui était cet homme chez toi hier soir? Celui qui criait, lançait des objets, effrayait une fillette de 6 ans? Qui est-il, Vera? Silence. Puis. Je ne vois pas de quoi tu parles. June a dit que ce n'était pas son père. June a une imagination débordante. Elle fait des cauchemars depuis que Marlène est morte. Parfois, elle ne distingue plus bien la réalité. La voix de Vera était douce, maîtrisée. Elle avait utilisé cette explication des dizaines de fois avant. Ramène-la ce soir, Silas. Sinon j'appelle la police et je te signale pour enlèvement. Puis elle raccrocha. Silas resta là, assis dans sa cuisine, les yeux fixés sur le téléphone. Vera venait de le menacer de l'accuser d'enlèvement. Alors qu'il essayait simplement de protéger un enfant. Ce qui voulait dire une chose très claire. Elle savait exactement ce qui se passait. Et il était prêt à utiliser la loi pour continuer ce combat. Il jeta un regard vers la chambre d'amis, là où June dormait, la lumière allumée, tout habillée, prête à fuir si jamais cela devenait nécessaire. C'était désormais une guerre. Une guerre que Vera ignorait encore. Mardi matin, Silas accompagna June à l'école, puis se rendit directement au cabinet de son avocat. Tom Bradley était celui qui s'était occupé du testament de Marlène et connaissait bien la situation familiale. J'ai besoin de tout savoir sur l'arrangement de garde concernant June, dit Silas. Tom ouvrit un tiroir de son classeur métallique et en sortit un dossier.
Après le décès de Marlène, le père biologique, Darren Mills, avait obtenu la garde. Mais 6 mois plus tard, il a signé la tutelle en faveur de Vera Palmer, expliqua-t-il. Vera était la meilleure amie de Marlène. Elle avait saisi le tribunal, affirmant que Darren, en proie à un deuil insupportable et à de graves difficultés financières, n'était pas en état de s'occuper de June. « Et c'était vrai ?» demanda Silas. « D'après ce que j'ai vu, oui. » Darren était au bout du rouleau. Il buvait énormément, avait perdu son emploi, il n'était plus fonctionnel. Vera est intervenue et l'a convaincu que ce serait temporaire, juste le temps qu'il se remette sur pied. Mais ce ne fut jamais temporaire. 3 mois plus tard, Vera déposa une demande officielle de tutelle permanente. Darren ne s'y opposa pas. Silas sentit les pièces du puzzle commencer à s'assembler lentement dans son esprit. Et l'héritage de June? Tom feuilleta d'autres documents. Marlène a tout laissé à June dans une fiducie, la maison, l'assurance vie, ses économies, environ 400 000 $ au total. L'ensemble est géré par la banque jusqu'aux 18 ans de June. Mais Vera a un accès limité pour couvrir les dépenses liées à l'éducation et au bien-être de l'enfant. Et qui surveille ces dépenses? La banque est censée vérifier des rapports trimestriels. Mais à moins que quelque chose ne paraisse clairement frauduleux, la plupart des demandes sont approuvées sans problème. Silas quitta le bureau de l'avocat avec l'adresse et le numéro de téléphone les plus récents de Darren. Il devait comprendre comment Vera avait pu convaincre un père d'abandonner sa propre fille. Il retrouva Darren Mills dans un parc de caravanes à la périphérie de Black Mountain, à environ 30 minutes d'Asheville. L'homme qui ouvrit la porte semblait avoir pris 10 ans depuis la mort de Marlène. Il était amaigri, mal rasé, les yeux rouges, usé par l'alcool, ou peut-être les larmes. Ou les deux. Silas. Bon sang, qu'est-ce que tu fais ici? Je dois te parler. C'est à propos de June. Le visage de Darren se décomposa. Elle va bien? Il s'est passé quelque chose? Je peux entrer? L'intérieur de la caravane était petit, encombré, mais étonnamment propre. Darren écarta des journaux d'une chaise et invita Silas à s'asseoir. Je sais que j'ai merdé, dit-il avant même que Silas ait le temps d'ouvrir la bouche. Je sais que j'aurais dû me battre pour elle. Mais après la mort de Marlène, je n'arrivais même plus à m'occuper de moi-même. Vera m'a dit que June avait besoin de stabilité, d'une figure maternelle. Elle m'a promis que je pourrais la voir quand je voulais, que ce serait temporaire. Et quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Darren baissa les yeux vers ses mains. Il y a 8 mois. Vera disait que June avait du mal à s'adapter, que mes visites la perturbaient, la rendaient triste. Elle m'a dit que ce serait mieux si je restais à l'écart jusqu'à ce que June soit plus grande. Et tu as cru ça? Je voulais ce qu'il y avait de mieux pour elle. Vera semblait tout avoir sous contrôle, une belle maison, un bon travail, impliquée dans la communauté. Qu'est-ce que moi je pouvais lui offrir? Cette caravane? Mon problème d'alcool? Silas sortit alors son téléphone et montra à Darren les photos des ecchymoses de June. Voilà ce que tu as laissé lui arriver. Darren fixa les images. Son visage devint livide. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux encore réparer les choses. Mais j'ai besoin que tu me dises exactement comment Vera t'a convaincu de renoncer à tes droits. Tout ce qu'elle a dit. Tout ce qu'elle a promis. Pendant 1 heure entière, Darren parla. Vera l'avait isolé progressivement de June, exploitant son deuil, sa culpabilité, pour le convaincre qu'il était un danger pour sa fille. Elle avait utilisé contre lui ses propres sentiments, l'avait manipulé habilement pour qu'il croie que s'il aimait vraiment June, il s'effacerait pour son bien. Une stratégie de manipulation classique. Silas avait déjà vu ces tactiques en psychologie militaire. Elle disait que Marlène aurait voulu que June ait une mère dans sa vie. Elle disait que je faisais preuve d'égoïsme en m'accrochant à elle. Avais-tu un avocat quand tu as signé les papiers? Vera disait que ce n'était pas nécessaire. Juste de la paperasse. Elle m'a assuré qu'on pourrait toujours revenir en arrière quand ma vie serait redevenue stable. Tu dois appeler les services de protection de l'enfance, déclara Silas. Tu dois leur dire que tu as été contraint de renoncer à la garde. Que tu crains pour la sécurité de June.
Tu crois qu'ils m'écouteront? Peut-être. Ça dépend aussi de ce que je trouve d'autre. Silas se leva, prêt à partir, puis se tourna vers Darren. Je ne crois que tu l'as abandonnée. Que tu ne veux pas d'elle. Le visage de Darren se fissura. Je pense à elle chaque jour. Je l'aime plus que ma propre vie. Alors prouve-le. Aide-moi à l'éloigner de Vera. Mercredi après-midi, Silas se rendit à la fondation communautaire d'Asheville, où Vera travaillait en tant que directrice du développement. Le bâtiment, tout en verre et en acier, était clairement conçu pour impressionner les riches donateurs. Il trouva Vera dans son bureau, au téléphone, en pleine conversation sur des subventions. Elle lui fit signe de s'asseoir sans interrompre sa discussion. Oui, Madame Henderson, bien sûr, nous pouvons structurer le don de cette façon. Fiscalement, c'est même plus avantageux. Les murs du bureau de Vera étaient recouverts de photos la montrant lors d'événements caritatifs, serrant la main de politiciens locaux ou de chefs d'entreprise. Sur l'une d'elles, on la voyait remettre un chèque à un hôpital pour enfants. À ses côtés, June, dans une jolie robe rose. Mais le sourire de June dans cette photo avait l'air totalement faux. Peint sur son visage comme un masque. Vera raccrocha. Et elle se tourna vers Silu avec son sourire professionnel. C'est une surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici? Juin, bien sûr. Est-ce qu'elle va mieux? Elle avait l'air un peu fatiguée quand tu l'as récupérée à l'école. Mais Silas n'avait jamais récupéré June à l'école. Vera lançait une ligne, espérant attraper quelque chose. Elle cherchait à savoir ce qu'il savait. Nous devons parler de sa situation familiale. Qu'est-ce qu'elle a, sa situation? Les bleus. La peur. Cet homme qui vit chez toi. Le sourire de Vera ne faiblit pas, mais quelque chose de glacial traversa brièvement son regard. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. June est maltraitée, Vera. Et tu le sais. C'est une accusation très grave, Silu. Tu as des preuves? J'ai des photos de ces bleus. J'ai son témoignage. Elle parle d'un homme qui n'est pas son père. June a 6 ans. Elle a beaucoup d'imagination. Et elle est traumatisée par la mort de sa mère. À cet âge, les enfants inventent des histoires. Ils interprètent mal des situations normales. Vera se leva lentement, se dirigea vers la fenêtre et regarda le parking. Tu sais, Silas, j'y réfléchissais justement. Peut-être que ce n'est pas sain que je ne passe autant de temps avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un homme seul. Sans famille. Qui s'intéresse d'aussi près à une fillette? Tu ne penses pas que les gens pourraient se poser des questions sur tes intentions? La menace était claire. Vera insinuait qu'il était un prédateur. Tu vas vraiment utiliser le fonds en fiducie de June pour retourner les accusations contre moi? Je vais protéger June de toute personne susceptible de lui nuire. C'est mon devoir de tutrice légale. Vera retourna à son bureau, s'assit avec calme, les mains croisées. En ce qui concerne la garde, Silas, la garde légale a été attribuée par le tribunal. Toi, tu n'es qu'un oncle bizarre qui passe ses journées à jouer avec le feu et le métal. Tu crois que les gens vont te croire? Que les juges vont te croire? Ils croiront les preuves. Quelles preuves? Des photos qui pourraient avoir été prises n'importe où. Des souvenirs confus d'une enfant traumatisée. Bonne chance avec ça. Elle ouvrit un dossier sur son bureau, signalant ainsi la fin de la discussion. Je pense qu'il vaut mieux que tu limites tes contacts avec June. Pour son propre bien. Et si tu continues à t'immiscer, je devrais entamer des démarches légales. Silas se leva lentement. Tu crois vraiment avoir tout prévu? J'en suis certaine. Il s'approcha de la porte, puis s'arrêta net. Vera. Elle leva les yeux. Si tu fais encore du mal à cette petite, tu devras me rendre des comptes. C'est une menace? Non, c'est une promesse. Silas quitta son bureau, traversa le hall de la fondation, passa devant les photos de familles souriantes recevant de l'aide. Mais il ne pensait pas à l'aide humanitaire, ni aux menaces légales. Il pensait au regard satisfait de Vera quand elle l'avait traité de « bizarre ».
a la confiance dans sa voix quand elle avait rejeté ses preuves. Vera se croyait intouchable. Elle croyait que son statut et ses relations la rendaient invincible. Elle allait bientôt découvrir à quel point elle se trompait. Jeudi matin. Silas était assis dans le bureau de la conseillère d'orientation à l'école élémentaire Jefferson. Kendra Trujillo avait la trentaine. Dans ses yeux fatigués, on pouvait lire les cicatrices de trop d'enfants brisés. « Je ne peux pas parler d'élèves en particulier, dit-elle, mais je peux évoquer certains comportements qui nous inquiètent en général. » Hypothétiquement, lança Silas. Hypothétiquement, répéta Kendra en s'adossant à sa chaise. Quand un enfant montre des changements soudains de comportement à anxiété accrue, régression scolaire ou sociale, nous le notons. Mais documenter ne veut pas dire agir. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait action? Des preuves claires de maltraitance ou de négligence. Des dossiers médicaux montrant des blessures inexpliquées. Des témoignages d'adultes. Ou encore une révélation directe de l'enfant à un professionnel tenu de signaler. Et si le tuteur sait bien dissimuler les choses? Le visage de Kendra s'assombrit. Alors l'enfant souffre, pendant qu'on suit le protocole. Silas sortit son téléphone et lui montra les photos des bleus de June. C'est ma nièce. Kendra observa les photos avec attention. Cela ressemble à des marques de poigne. D'une main adulte. Quand ont-elles été prises? Mardi. Et June a dit qui lui avait fait ça? Elle dit que c'est de sa faute. Qu'elle a mis quelqu'un en colère. Kendra hocha tristement la tête. C'est typique. L'agresseur fait croire à l'enfant qu'il mérite la punition. Vous pouvez m'aider? Je peux documenter tout comportement préoccupant à l'école. Si June se confie ou si je vois une preuve directe de maltraitance, je peux faire un signalement au service de protection de l'enfance. Mais je ne peux pas me baser uniquement sur vos photos. Et son état émotionnel. J'ai pris des notes. Elle est plus anxieuse. Elle demande souvent à aller à l'infirmerie. Elle a du mal à se concentrer. Elle demande à rester à l'école après les cours. Elle hésite à rentrer chez elle. La mâchoire de Silas se crispa. June demandait de l'aide. À sa manière, avec ses moyens d'enfant. Il y a autre chose, murmura Kendra. June dessine des choses très inquiétantes en cours d'art. Des silhouettes sombres. Des maisons avec des monstres à l'intérieur. Sa prof, Madame Patterson, est très inquiète. Vous pouvez me montrer ces dessins? Si je fais un signalement au service, oui. Ils feront partie de l'enquête. Alors faites-le. J'ai besoin de plus que des photos prises par un membre de la famille. Monsieur Maddox. Le système est conçu pour empêcher les fausses accusations. Même quand un enfant est réellement en danger. Surtout dans ces cas-là. Parce qu'une fois qu'on déclenche une enquête, et lorsqu'il ne trouve pas suffisamment de preuves, il devient beaucoup plus difficile de les faire intervenir à nouveau. Si lui le savait, il n'avait qu'une seule chance. Une seule. Et elle devait être irréprochable. Et si je pouvais convaincre June de te dire elle-même ce qui se passe? Si elle me dit que quelqu'un lui fait du mal, je suis légalement obligé de le signaler immédiatement. Ce même après-midi, Silas alla chercher June à l'école et l'emmena manger une glace chez Dreamland Barbecue. Tandis qu'elle dégustait son soda, il engagea doucement la conversation. Madame Trujillo a l'air gentille, non? June hocha la tête. Elle m'a demandé si tout allait bien à la maison. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que tout allait bien. La voix de June était plate. Vide. Tout va toujours bien. June. Si quelqu'un te faisait du mal, tu pourrais en parler à Madame Trujillo. Elle t'aiderait. June leva les yeux de sa glace. Tu ne peux pas m'aider, toi? J'essaie. Mais j'ai besoin que tu me dises la vérité sur ce qui se passe. Je t'ai dit que c'est de ma faute. Non, June. Ce n'est jamais la faute d'un enfant quand un adulte lui fait du mal. June resta silencieuse pendant un long moment. Ronan dit que si je parle à quelqu'un, il te fera du mal, à toi aussi. Ronan. Enfin, un nom. Qui est Ronan? C'est l'ami de Vera.
Il vit avec nous maintenant. Est-ce que c'est Ronan qui t'a attrapé le bras? June hocha lentement la tête, à contre-cœur. Est-ce qu'il t'a fait du mal d'autre façon? Le visage de June devint livide. Elle écarta sa glace. Je veux rentrer chez moi. Chez toi? Ce soir-là, Silas appela Hank Wilson. J'ai trouvé des infos intéressantes sur ta Vera Palmer, dit Hank. Officiellement, elle est clean, pas de casier, bon crédit, boulot stable. Mais elle fréquente un gars depuis 6 mois. Un certain Ronan Pierce. Dis-moi plus sur Ronan. Là, ça devient croustillant. Ronan a un casier de mineur scellé et 2 condamnations pour délit en tant qu'adulte dans le Tennessee, violence et possession. Les violences, c'était dans un contexte de violence domestique. Mais la victime est revenue sur sa déclaration. Pourquoi ces dossiers de mineurs sont-ils scellés? Ça pourrait être n'importe quoi. Mais vu son comportement adulte, probablement des faits violents. Tu peux en apprendre plus? Je peux essayer. Mais scellé, c'est scellé, tu sais. Après avoir raccroché, Silas passa un autre coup de fil, cette fois au service de protection de l'enfance. Il fit part de ses inquiétudes pour la sécurité de June, mentionna les bleus, les changements de comportement. L'assistante sociale lui promit d'envoyer quelqu'un dans les 48 heures. Puis Silas prit les choses en main. Il installa une caméra sur la table de sa cuisine et demanda à June de raconter son histoire en vidéo. Pas seulement les bleus, mais aussi la peur de rentrer chez elle, la colère de Ronan, ce sentiment que tout était toujours de sa faute. Cette vidéo était un coup de poing. La petite voix de June décrivait des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Mais cette vidéo, c'était aussi une preuve. Si le système ne voulait pas la protéger, Silas allait bâtir son propre dossier. Vendredi matin, une agente des services sociaux nommée Janet Mills se présenta à la maison de Vera, sur Blackwood Lane. Silas le savait, car il était garé de l'autre côté de la rue, observant tout. Vera ouvrit la porte, impeccable dans un chemisier blanc et un pantalon noir, parfaite gardienne en apparence. Elle accueillit Janet avec un sourire chaleureux. La visite dura environ 45 minutes. Quand Janet ressortit, elle riait d'une blague que Vera venait de faire. June apparut dans l'embrasure de la porte, habillée d'une jolie robe rose, ses cheveux tressés soigneusement. Elle fit signe à Janet comme une enfant normale, heureuse. Aucune trace du pick-up de Ronan. Cet après-midi-là, Silas reçut un appel de Janet Mills. « Monsieur Maddox, je suis allé chez les Palmer ce matin. June semble en bonne santé, bien soignée. Madame Palmer est manifestement très investie dans le bien-être de l'enfant. Je n'ai trouvé aucune preuve de maltraitance ou de négligence. Vous avez demandé à June pour les bleus? Quels bleus? L'enfant ne présentait aucune blessure visible. Silas ferma les yeux. Vous lui avez parlé seul à seul? J'ai essayé, mais June est très timide. Elle est restée collée à Miss Palmer pendant toute la visite. C'est un comportement courant chez les enfants ayant subi un traumatisme, comme la perte d'un parent. Et Ronan Pierce? Vous lui avez demandé? Madame Palmer a mentionné qu'elle sortait avec quelqu'un, mais il n'était pas présent. Elle dit que Ronan est très doux avec June. Que June adore avoir une figure paternelle. Janet, cet enfant est maltraité. Monsieur Maddox, je comprends vos inquiétudes. Mais je n'ai trouvé aucune preuve appuyant cette allégation. Miss Palmer a la garde légale, un foyer stable, et June semble épanouie. Quand Janet raccrocha, Silas rappela Hank. Je veux tout ce que tu peux trouver sur Ronan Pierce. Emploi, adresse, fréquentation, tout. Ça commence à coûter cher, mon pote. Je me fiche du prix. 2 jours plus tard, Hank livra un rapport complet. Ronan Pierce, 38 ans, avait vécu dans 3 États différents au cours des 10 dernières années. Il avait été licencié de 2 emplois pour des problèmes de gestion de la colère. Et il avait un schéma bien établi, il emménageait avec des femmes ayant de l'argent ou des biens. Un comportement classique de prédateur, dit Hanks. Il vise les femmes vulnérables, isolées, mais qui disposent de ressources, comme une veuve élevant l'enfant de quelqu'un d'autre. Exactement. Et regarde ça, dans le Tennessee,
il a fait l'objet d'une enquête pour maltraitance d'enfants, mais n'a jamais été inculpé. La mère est revenue sur sa déclaration, puis a quitté l'État. Tu peux la retrouver? C'est déjà fait. À mi-chemin, elle vit maintenant à Portland. Elle s'est remariée, et essaie de tourner la page. Ce soir-là, Silas appela Amy. Il fallut 3 conversations avant qu'elle accepte de parler. Et ce n'est qu'après que Silas lui ait expliqué qu'un autre enfant était peut-être en danger. Ronan était charmant au début, dit Amy. Serviable, attentionné, il représentait exactement ce dont j'avais besoin après mon divorce. Mais une fois qu'il s'est installé chez moi, tout a changé. Il avait un sale caractère, surtout quand il buvait. Et il ne supportait pas que mon fils pose des questions ou fasse du bruit. Est-ce qu'il a blessé ton fils? Un long silence. Tyler avait des bleus. Ronan disait qu'il était maladroit. Que les garçons de son âge tombaient tout le temps. Mais ces bleus, ils étaient à des endroits qui ne correspondaient pas à des chutes accidentelles. Pourquoi ne l'as-tu pas signalé? Je l'ai fait. Mais Ronan m'a convaincu de dire que je m'étais trompé. Que j'étais juste parano à cause de mon divorce. Il m'a dit que si je détruisais sa réputation avec de fausses accusations, il me poursuivrait et me prendrait tout ce que j'avais. Alors tu as préféré déménager? C'était plus facile. Tyler était assez jeune pour oublier. Pour recommencer ailleurs. Mais je me suis toujours demandé, et la prochaine femme? Et le prochain enfant? Après l'appel, Silas resta assis dans son atelier, les yeux fixés sur la forge. Les braises rougeoyaient, prêtes à transformer le métal en n'importe quelle forme qu'il choisirait. Ronan Pierce était un prédateur. Il allait de famille en famille, laissant derrière lui des enfants brisés. Le système ne pouvait pas l'atteindre. Il était trop malin pour laisser des traces. Trop doué pour manipuler ses victimes. Mais Silas n'était pas le système. Il jouait selon ses propres règles. Lundi matin, Silas rencontra de nouveau Tom Bradley. Cette fois, il voulait voir les relevés du fonds fiduciaire de June. Je peux demander les rapports trimestriels à la banque, dit Tom. En tant qu'exécuteur testamentaire de Marlène, j'ai le droit de consulter la gestion de l'héritage de June. Fais-le. Les rapports arrivèrent mercredi après-midi. Silas les étala sur la table de conférence de Tom et commença à chercher des schémas. Et ce qu'il découvrit le mit hors de lui. Au cours de l'année écoulée, Vera avait soumis des dépenses pour des cours particuliers, de l'orthophonie et du suivi comportemental. Elle avait aussi demandé des remboursements pour des travaux d'aménagement censés rendre la maison plus sûre pour June et pour des frais de candidature à des écoles privées. Mais Silas savait que June allait dans une école publique. Et il n'avait jamais vu la moindre preuve de cours, de thérapie ou de travaux à la maison. Ces reçus ont l'air frauduleux, dit Tom en les étudiant. Papier à en-tête générique. Et aucune info de contact des prestataires. Est-ce qu'on peut le prouver? Si on démontre que les services n'ont jamais été rendus, oui. C'est du vol dans le fonds fiduciaire d'un mineur. Et la sanction? Inculpation criminelle, perte automatique de la garde, et restitution complète au fonds. Silas ressentit une satisfaction froide. Enfin un levier. Ce n'est pas tout, ajouta Tom. Selon les rapports, elle se verse aussi chaque mois $2000 comme frais de tutelle. C'est courant ça? Pas pour une tutelle familiale. C'est légal uniquement si c'est validé par un juge. Et il n'y a aucune trace d'une telle validation dans le dossier de June. Cela signifiait que Vera volait l'héritage de June depuis plus d'un an, $24 000 de frais non autorisés, sans compter les fausses prestations. J'ai besoin de copies de tout, dit Silas. Tu comptes faire quoi? Construire un dossier. Cet après-midi-là, Silas se rendit à l'adresse indiquée pour Bright Future Tutoring sur un des rapports de dépenses de Vera. C'était un immeuble vide, avec une pancarte à louer sur la vitrine. Il essaya l'adresse de Mountain View Speech Therapy. Là aussi, bâtiment abandonné. New Dawn Behavioral Service? C'était un simple restaurant Subway. Vera avait inventé tout un réseau de fausses entreprises pour justifier le vol de l'héritage de June. Elle était méthodique. Silas devait lui reconnaître ça.
Mais elle avait aussi été négligente, de mauvaises adresses, des numéros déconnectés. Elle avait simplement parié que la banque ne vérifierait rien. Ce soir-là, Silas appela le service des fiducies de la banque et demanda un rendez-vous avec le gestionnaire du fonds. « J'ai des doutes concernant certaines dépenses frauduleuses, » dit-il au gestionnaire, un homme nerveux nommé Davison. « Toutes les dépenses sont revues et approuvées selon nos procédures habituelles, » répondit Davison. « Vos procédures habituelles valident des paiements à des entreprises qui n'existent même pas. » Silas lui montra les photos des immeubles vides, les numéros déconnectés, les reçus falsifiés. Le visage de Davison devint livide. « Nous allons devoir mener un audit complet. » « Combien de temps ça prendra ? » ?»« Plusieurs semaines, peut-être plus. »« Et pendant ce temps, June reste chez une femme qui vole son héritage ? » ?»« Monsieur Maddox, je comprends votre frustration, mais nous avons des protocoles. » »« Vos protocoles protègent une voleuse. » Silas rassembla ses papiers, déterminé. Et il se leva pour partir. « Lorsque votre enquête confirmera ce que je vous ai montré, appelez-moi. La sécurité de June vaut bien plus que vos procédures. » Jeudi matin, Silu reçut un appel du directeur Williams de l'école primaire Jefferson. « Monsieur Maddox, j'ai reçu des accusations troublantes concernant votre relation avec June. Je pense que nous devons parler. » La mâchoire de Silu se contracta. Vera agissait plus vite qu'il ne l'avait anticipé. Dans le bureau de Williams, Silu se retrouva face à un cercle d'adultes visiblement inquiets, le directeur, Kendra Trujillo, et une femme qu'il ne connaissait pas. « Voici la détective Sarah Rodriguez, » annonça Williams. « Elle enquête sur des signalements de comportements inappropriés entre vous et June. »« Quel type de signalement ?» demanda Silu. Rodriguez consulta ses notes. « Mademoiselle Palmer a fait part de ses inquiétudes concernant votre comportement. Vous auriez pris des photos de June sans autorisation, vous l'auriez gardée chez vous pour la nuit sans accord officiel, et vous lui auriez posé des questions déplacées sur sa vie familiale. »« Je suis son oncle, » répliqua Silu. « Cela ne vous donne pas le droit d'interroger une enfant ni d'interférer dans son arrangement de garde, » répondit fermement la détective. Silu sentit le piège se refermer sur lui. Vera avait transformé chacun de ses gestes pour protéger June en preuve d'un comportement prédateur. « Détective, avez-vous vu les bleus sur les bras de June ? » Mademoiselle Palmer a expliqué cela, répondit-elle. June est tombée de son vélo. Les enfants de son âge se font tout le temps des bosses et des égratignures. June n'a pas de vélo, dit Silu. D'après Mademoiselle Palmer, elle empruntait celui d'un voisin sans autorisation. Elle avait honte d'avoir des ennuis et a menti sur l'origine de ses blessures. Vera avait une réponse pour tout. Elle avait anticipé ses moindres mouvements et les avait retournés contre lui à la perfection. « Je veux voir June, » dit Silu. « Ce ne sera pas possible, » répondit Rodriguez. Mademoiselle Palmer a demandé que tout contact entre vous et June soit supervisé, en attendant les résultats de l'enquête. Quelle enquête exactement? Mise en danger potentielle d'un enfant et entrave à la garde légale. Silu se leva. Il n'y avait aucun intérêt à discuter avec des gens qui avaient déjà décidé qu'il était le problème. Mais au moment où il atteignait la porte, Kendra Trujillo prit la parole. « Détective Rodriguez, avez-vous parlé directement avec June à propos de ces accusations? L'enfant est trop jeune pour comprendre la nature des relations adultes. Mademoiselle Palmer pense que ce serait traumatisant de la soumettre à un interrogatoire. D'après mon expérience, les enfants savent très bien qui les met en sécurité, et qui ne le fait pas, répondit Kendra calmement. Rodriguez sembla réfléchir. Vous remettez en question mon jugement, mademoiselle Trujillo? Non. Je remets en question pourquoi nous enquêtons sur l'unique adulte en qui June a confiance, au lieu de chercher pourquoi elle a si peur de rentrer chez elle. Après le départ de Rodriguez, Kendra accompagna Silu jusqu'à son camion. Ce n'est pas fini, dit-elle à voix basse. Je surveille June depuis des semaines maintenant. Cet enfant est terrifié. Et ce n'est pas à cause de vous. Vous pouvez m'aider, demanda Silu. Je fais ce que je peux. Mais soyez prudent. Vera est en train de monter un dossier contre vous. Ce soir-là, Silu appela Hank une nouvelle fois. J'ai besoin de toi pour quelque chose.
Et ce n'est peut-être pas totalement légal. Pas totalement légal comment? J'ai besoin d'informations sur Ronan Pierce. Des trucs classés ou cachés. Des choses qui pourraient me coûter ma licence. Mais la vie d'une petite fille est en jeu. Hank resta silencieux un long moment. Je vais voir ce que je peux faire. Le lendemain matin, Silu colla des tracts sur toutes les boîtes aux lettres du quartier de Vera. Ces tracts affichaient la photo de Ronan et un message simple. Connaissez-vous cet homme? Condamné pour violence domestique dans le Tennessee. Actuellement domicilié à Blackwoodland, avec accès à des enfants. Si vous avez des informations sur Ronan Pierce, contactez le service de police d'Asheville. Silu avait imprimé 500 exemplaires et les avait distribués lui-même à l'aube, pendant que le quartier dormait encore. À midi, Vera l'appelait furieuse. Espèce de malade. Siffla-t-elle dans le téléphone. Comment oses-tu propager des mensonges sur Ronan? Tout ce qui est sur ce tract est un fait documenté, répondit Silu. Tu essaies de détruire la réputation d'un homme innocent. Je préviens la communauté qu'un prédateur vit dans leur quartier. J'appelle mon avocat. C'est du harcèlement. De la diffamation. Du stalking. Appelle qui tu veux, Vera. Mais les gens ont le droit de savoir qui habite à côté de chez eux. Cet après-midi-là, 3 voisins appelèrent la police au sujet de Ronan. L'un l'avait vu hurler après un enfant dans sa cour. Un autre avait remarqué une femme avec des bleus ramassant son courrier. Le soir venu, des patrouilles circulaient plus fréquemment dans Blackwoodland. L'image parfaite de Vera commençait à se fissurer. Samedi soir, pour la 3e fois de la semaine, June s'était levée en pleine nuit. Silu la trouva assise sur le sol de la salle de bain à 2 heures du matin, en pleurs mais sans bruit. Et, petite, dit-il doucement en s'agenouillant près d'elle. Des accidents, ça arrive. Je suis désolé, murmura June. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Allez, on va te nettoyer. Alors que Silu l'aidait à enfiler un pyjama propre, il remarqua de nouveaux bleus sur son dos. Des marques en forme de doigts, comme si quelqu'un l'avait saisi violemment. June, qui t'a fait ça? Elle secoua la tête frénétiquement. Personne. Je suis tombé. Ces marques ne viennent pas d'une chute, June. La fillette éclata en sanglots. Je ne peux pas le dire. Il a dit qu'il te ferait du mal si je parlais. Qui a dit ça? Ronan. Il a dit que si je te parlais de « notre affaire », il viendrait chez toi, et qu'il te ferait du mal, comme il m'a fait à moi. Un frisson glacé traversa le corps de Silu. Qu'est-ce qu'il t'a fait, June? Il est entré dans ma chambre, chuchota-t-elle. La semaine dernière, quand Vera était à sa réunion. Il a dit qu'il voulait vérifier que je dormais bien. Et ensuite? La voix de June devint si faible que Silu dut se pencher pour entendre. Il s'est assis sur mon lit. Il a touché mes cheveux. Les faux documents de Pierce concernant l'arnaque caritative, ainsi que les preuves physiques des abus sur mineurs. Quel genre de preuves physiques? Des caméras cachées, dans la chambre de June. Tout laissait croire que Pierce produisait de la pornographie infantile. La vision de Silas se rétrécit brutalement. Il se dit que s'il avait été présent dans cette maison au moment de la découverte des caméras, Ronan Pierce n'aurait jamais vu l'intérieur d'une cellule de prison. Monsieur Maddox, vous êtes toujours là? Oui. Que se passe-t-il maintenant? Pierce est détenu sans possibilité de libération sous caution. Il fait face à de multiples chefs d'accusation fédéraux, en plus des faits d'abus sur mineurs. L'audience de cautionnement de Palmer est prévue pour demain, mais compte tenu des risques de fuite et des preuves accablantes, je m'attends à ce que sa demande soit refusée également. Concernant June, les services de protection de l'enfance, CPS, devront mener leur propre enquête. Mais étant donné les circonstances, ainsi que votre lien étroit avec l'enfant, je ne vois aucun obstacle à ce que vous gardiez la garde de June. Après avoir raccroché, Silas monta à l'étage pour voir comment allait June. Elle dormait profondément, paisiblement, pour la première fois depuis des semaines. Sa respiration était régulière, calme. Et sur la table de chevet, juste à côté de son lit, reposait un dessin qu'elle avait fait cet après-midi-là.
Deux personnages bâtons se tenaient par la main devant une petite maison. L'un était grand, l'autre plus petit. Les deux souriaient. En dessous, avec une écriture enfantine soignée, June avait écrit « Ma famille ». Le procès dura 3 semaines. Silas y assista chaque jour, écoutant les procureurs exposer l'ampleur complète des crimes de Vera et Ronan. Vera Palmer fut reconnue coupable de 14 chefs d'accusation fédéraux, incluant fraude électronique, escroquerie caritative, vol dans un fonds fiduciaire et conspiration. Le juge la condamna à 12 ans de prison fédérale et lui ordonna de rembourser intégralement les victimes. Madame Palmer, déclara le juge lors de la sentence. Vous avez profité de la confiance que des familles endeuillées et des enfants vulnérables vous ont accordée. Vous avez détourné des institutions conçues pour aider les autres à votre seul profit. Le tribunal ne trouve aucun facteur atténuant qui justifierait une quelconque clémence. Ronan Pierce, lui, plaida coupable pour abus sexuels sur mineurs, production de pornographie infantile et conspiration. Il fut condamné à 25 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle. Darren Mills témoigna contre les deux accusés, racontant comment Vera l'avait manipulé pour qu'il abandonne ses droits parentaux. À l'issue du procès, il signa officiellement les papiers pour mettre fin définitivement à tout lien avec June. « Je l'ai déjà abandonné une fois », dit-il à Silas devant le tribunal. « Je ne referai pas la même erreur. Vous êtes sa famille maintenant. » Kendra Trujillo fut promue directrice des services familiaux du comté de Buncombe. Sa première initiative fut la mise en place d'un nouveau protocole, imposant des visites inopinées des services sociaux et une formation obligatoire au signalement pour tout le personnel scolaire. Le cas de June nous a appris que les prédateurs sont souvent ceux qui paraissent les plus respectables, déclara-t-elle lors d'une conférence de presse. Nous devons aller au-delà des apparences et écouter ce que les enfants essaient de nous dire, même quand ils ne peuvent pas le faire directement. La fondation communautaire renvoya l'intégralité de son conseil de surveillance financière et mit en place de nouvelles procédures d'audit. Elle créa également le fonds commémoratif Marlene Mills, destiné à soutenir de véritables associations caritatives pour enfants dans l'ouest de la Caroline du Nord. 6 mois plus tard, Silas enseignait à June l'art de forger un petit couteau dans son atelier. Elle se tenait sur une caisse en bois à côté de l'enclume, tenant les pinces tandis qu'il guidait le marteau. « Le métal chaud est plus malléable que le métal froid », lui expliqua-t-il. « Mais tu dois être patiente. Si tu vas trop vite, tu vas ruiner la lame. »« Comme en cuisine ?» demanda June. « Exactement comme en cuisine. » Elle avait changé. Toujours silencieuse, mais plus craintive. Toujours précautionneuse, mais plus paranoïaque. Les cauchemars avaient disparu, remplacés par des rêves d'enfance normale, des aires de jeu, des chiots. Et elle avait commencé à l'appeler papa, au lieu des « oncle C ». C'était arrivé progressivement, naturellement, jusqu'au jour où elle lui avait demandé de signer un papier d'école sous le nom « June Maddox » au lieu de June Palmer. « Est-ce que je peux vraiment être une Maddox ?» avait-elle demandé. « Tu le es déjà » lui répondit-il. C'est à ce moment que Hank Wilson apparut dans l'allée, portant 2 bières et un sac de plats à emporter de chez Murphy & Diner. « Alors, comment va l'apprenti forgeronne » demanda-t-il à June. « J'ai fabriqué un clou de fer à cheval » répondit-elle fièrement, tenant sa création tordue. « Bien mieux que ma première tentative, » dit Hank en riant. « Ton père devait réparer tout ce que je cassais pendant le premier mois. » Après que June soit rentrée pour se laver les mains avant le dîner, Hank Silas était assis tranquillement sur le porche en bois, le regard perdu dans le spectacle du coucher de soleil qui embrasait les montagnes à l'horizon. L'air frais du soir caressait doucement son visage, portant avec lui l'odeur familière des pins et de la terre humide après la pluie. À côté de lui, Hank, avec son éternel sourire compatissant, brisa le silence. « Elle guérit » dit-il doucement, ses yeux suivant les derniers rayons dorés qui disparaissaient lentement derrière les collines. Silas hocha la tête en signe d'accord, son esprit encore marqué par les épreuves qu'ils avaient traversées. « Oui » répondit-il simplement. « Les enfants ont une force intérieure que beaucoup sous-estiment. June en est la preuve vivante. » Hank prit une gorgée de sa bière,
le regard posé sur la petite silhouette qui jouait un peu plus loin dans le jardin. « Alors, des nouvelles du Fonds fédéral d'indemnisation ?» demanda-t-il, cherchant à alléger l'atmosphère. Silas sourit légèrement, sortant un papier froissé de sa poche. « J'ai vérifié la semaine dernière. Le fonds fiduciaire de June a été entièrement restauré, avec en plus une compensation pour tout ce qu'elle a subi. »« C'est une excellente nouvelle, » répondit Hank. « L'argent ne guérira jamais complètement les blessures, mais ça aide à reconstruire une vie. » Ils échangèrent un regard complice, conscients que la bataille n'était pas totalement terminée, mais que le pire était derrière eux. Puis, Hank désigna l'atelier adjacent, où les ombres dansaient à travers les fenêtres illuminées. « Tu comptes lui transmettre le métier ?» demanda-t-il. Silas acquiesça, les yeux brillants de fierté et d'espoir. « Oui, elle doit apprendre, mais à son rythme. Le temps lui appartient. » Alors que la nuit tombait, Silas se dirigea vers la forge, un lieu chargé d'histoire et de symboles. Il alluma les charbons ardents qui crépitaient déjà, prêts à fondre le métal brut en forme précieuse. À côté de lui, sur une caisse en bois usé, reposait un dossier en manille rempli des preuves les plus récentes récoltées dans la maison de Vera Palmer. Des reçus falsifiés, des documents frauduleux de charité, des listes d'argent détournées, et surtout, des enregistrements terrifiants montrant l'exploitation d'enfants vulnérables. Silas regarda ces papiers avec une détermination froide. Un par un, il les saisit et les jeta dans les flammes vives. Le feu les engloutit rapidement, consumant mensonges, trahison et douleur en une fumée qui s'élevait vers le ciel étoilé. Il sentait que ce rituel symbolisait la fin d'un cauchemar, mais aussi le début d'une nouvelle vie. La justice, pensa-t-il, n'avait pas été spectaculaire, ni bruyante. Elle avait été lente, méthodique, implacable. Comme le travail du forgeron qui martèle l'acier encore et encore, jusqu'à ce qu'il prenne la forme parfaite. La patience, la précision, la persévérance avaient finalement payé. C'est alors que June apparut à l'embrasure de la porte, les yeux pétillants, prête à rejoindre son père pour le dîner. « Papa, qu'est-ce que tu brûles ?» demanda-t-elle, sa voix douce trahissant une curiosité innocente. « De vieux papiers, des choses que nous n'avons plus besoin de garder, » répondit Silas avec un sourire. « Tu veux m'aider ?» June acquiesça avec enthousiasme, ses petites mains attrapant délicatement les feuilles pour les lancer dans les flammes. Ensemble, ils regardèrent les dernières preuves s'envoler en cendres, les flammes illuminant leur visage d'une lumière chaleureuse et apaisante. Le crépitement du feu semblait chasser les ombres du passé, laissant place à l'espoir et à la reconstruction. « Est-ce que les méchants reviendront un jour ?» demanda June, un léger frisson dans la voix. Silas passa un bras protecteur autour de ses épaules, la serrant contre lui. « Non, » répondit-il fermement. « Tant que je serai là, personne ne pourra plus jamais te faire du mal. » June se blottit contre lui, son regard fixé sur les flammes dansantes, tandis qu'un sentiment de paix profonde les enveloppait tous deux. Le feu consumait la dernière trace de douleur, tandis qu'au loin, dans la nuit silencieuse, des familles s'apprêtaient à passer une soirée paisible. Des enfants riaient, jouaient, faisaient leurs devoirs, et écoutaient des histoires racontées par ceux qui les aimaient. Silas et June avaient maintenant leur place dans ce monde, non pas à cause de la biologie ou des papiers officiels, mais parce qu'ils s'étaient choisis. Parce qu'ils avaient survécu à l'ombre, et qu'ils en étaient sortis plus forts, plus unis. La famille, pensa Silas, ce n'est pas simplement une question de sang. Parfois, c'est quelque chose que l'on forge, lentement, avec patience, sous la chaleur et la pression, comme un morceau d'acier dans une forge. Et cette famille-là, leur famille, était à l'épreuve de tout. I forgot my chords to home. Brian, I thought you were a helper tonight. I thought you were a believer. Okay, I don't want to get too close to this fortress. Just no need. No need to risk getting jumped by a wither skeleton right now. Oh, here we go, here we go. Come on, please. Just let me place the damn thing.
Excellent. Yeah, the voices yet? That's correct. Honestly, I'm pretty happy with... Oh, if I just drive the boat into him, does that work? Ouch! I can't get out. Yes, I can. Nope. I honestly haven't tried that yet. Blue crab, welcome back. How many pearls are you gonna need? Honestly... pretty happy with this amount. Yeah, we're at 20 right now. I'm literally just gonna get like this last guy and then I'm probably gonna head back. Do I know where back is? Not particularly. What I can do is overworld travel home, and I think I might do that. It's gonna be a little bit of a walk. And I think I remember my chords. I was really hoping Pat would still be here because she's the one I asked to save my chords. If I scroll up in chat, I'll be able to find them. I don't know, a piece of me thinks I can find them. I don't have any blocks, you know, and I kind of need blocks to get through the net. Fuck it. Couldn't hurt to get more. Yeah, I'm at what, 22? I'm happy with 22. That'll give me some extras to use. Of course, we're in a fucking cave. And we're way down here. We're in Deep Slate, bro. Not only are we in a cave, we are way down here. Okay. I mean, that's fine, I suppose. I don't even have torches. Nor do I have coal. Oh, this is water? That might be good. Alright, I'm taking a risk here. Oh dear. Okay, there's an air pocket. Oh, air please, air please. Okay. Okay, he disabled jumping, but that's fine. I can still swim, apparently. Air, air, air. Oh. Do I really need to be risking this? Probably not. I thought that would drown you. Can't move definitely would.